J'aimerais dire quelques mots en préambule de cette critique complète sur le nouveau film Marvel Studios, Les 4 Fantastiques, premier pas. C'est un film qui boucle un peu la boucle de mon histoire si particulière avec l'univers Marvel. Pas que Marvel Studios, mais vraiment tout l'univers entier, que ce soit les comics, les films, les séries, vraiment tout l'univers complet. On va remonter un petit peu dans le temps. Quand j'ai commencé à consommer du Marvel, j'étais évidemment tout peu de chaud grâce à mon paternel qui m'a fait découvrir ce magnifique univers. Et j'ai commencé évidemment par les grands classiques, les 3 films de Spider-Man avec Tobey Maguire, avec certains comics aussi, et ensuite, parce que c'était à peu près dans les mêmes années, les 2 premiers films, Les 4 Fantastiques. On peut se dire donc que dans un certain sens, c'est un peu une boucle qui, bon, ne se ferme pas complètement évidemment, puisque on aura l'occasion de reparler des 4 Fantastiques beaucoup plus tard et de Marvel de façon générale aussi, mais de se dire que voilà, après 20 ans de découverte d'un univers qui a façonné ce que je suis aujourd'hui et qui va continuer de me façonner sur le reste de ma vie. Je suis content qu'on se retrouve aujourd'hui pour boucler la boucle d'un univers que j'ai commencé plus ou moins avec les 2 premiers films Les 4 Fantastiques et de se revoir 20 ans plus tard avec le retour de la première famille officielle des comics au cinéma. Et ça aussi, c'est un aspect très important, et avant de commencer à parler du film en tant que tel, c'est un truc que j'aimerais évoquer. J'adore partager ma passion pour cet univers à travers évidemment tout ce que je peux proposer pour parler de celui-ci, que ce soit en bien, en mal ou de différentes manières, les jeux vidéo, les critiques, les lives, les émissions, etc. C'est un réel honneur pour certaines catégories et un vrai plaisir profond pour moi de vous partager cette passion pour cet univers. Mais si je suis aussi fan de cet univers, c'est aussi parce que j'aime bien me retrouver seul avec lui-même, et ça m'a fait beaucoup de bien de revenir un peu en tête à tête finalement avec cet univers qui me passionne tellement. Juste moi, l'écran, le film évidemment, sans artifice, sans manière, sans tout un tas de choses autour qui m'empêchent peut-être finalement de profiter de l'univers juste seul à seul. Et ce film-là, Les 4 Fantastiques, en me permettant de fermer la boucle, me rappelle à quel point c'est important de profiter d'un univers qu'on aime tant, des fois, tout seul. Chose que je n'ai rarement pas faite ces 4-5 dernières années, pour être très honnête. Donc autant dire que ça m'a fait du bien et que j'ai d'autant plus apprécié ce film pour cette raison-là. Alors ça m'empêche pas évidemment maintenant de faire une critique, parce que j'ai toujours ce plaisir de vous partager un petit peu ce que j'ai pensé de cet univers, et en plus, si ça peut vous donner envie d'une certaine manière de voir et de consommer du Marvel, c'est évidemment tout bénéfique. J'en oublie évidemment les bonnes manières, mais évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo critique du nouveau film Marvel Studios, Les 4 Fantastiques, premier pas. Comme à l'accoutumée, je vais évidemment vous partager mon avis global et mon avis sur les différents personnages, les points négatifs, les points positifs. On va parler des scènes post-génériques, des enjeux et de tout un tas de choses qui vont me permettre d'englober un petit peu tout ça. On est donc lancé pour cette dernière vidéo Marvelous critique de l'année 2025 concernant Marvel Studios. Installez-vous confortablement, on va parler de ce film là, et putain, il y a Galactus les gars. Il est enfin là. Et alors bien sûr, avant qu'on commence cette critique, ça a été noté en titre de la vidéo, mais je le précise quand même ici, ça va être full spoiler. Donc si vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous invite d'abord à aller voir le film, déjà pour vous faire votre propre avis, pour évidemment éviter de vous faire spoil, et ensuite de revenir vers cette vidéo pour découvrir mon avis. Et si jamais vous vous en foutez, bon ben c'est parti, on y va pour la critique en mode full spoiler. Mon avis global sur ce film 4 Fantastiques premier pas. Je l'attendais, comme la plupart des gens, énormément. Je pense que c'était clairement le film Marvel Studios le plus attendu déjà de cette année 2025, mais pour être très honnête, probablement le film le plus attendu depuis l'annonce de ce film-là par rapport à tout ce qui a pu être annoncé ensuite. Et par ça, j'entends le fait d'avoir annoncé le film pendant la Comic-Con de je sais plus quelle année. C'était vraiment le film que tout le monde attendait parce que il y a plusieurs raisons. La première raison principale, c'est évidemment le rachat de la Fox par Disney. Donc l'obtention des droits des 4 Fantastiques pour la maison mère, pour la maison Marvel Studios. Un film qui a connu évidemment beaucoup de péripéties, avec des changements de réalisateurs, de script, etc. pour nous amener aujourd'hui à un film réalisé par Matt Shakman, qui s'est déjà occupé de WandaVision, composé
pour la musique par Michael Giacchino, qui a notamment travaillé sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness et la série Loki. Et ben écoutez, après tant d'attentes, tant de péripéties, on a enfin eu ce film-là. Et mon avis global, c'est qu'il est très bon. C'est que ce film-là est en vent de fraîcheur, de nouveauté, de prise de risque dans l'univers de Marvel Studios. Les 3 mots principaux que j'ai envie d'utiliser, c'est audacieux, intelligent et différent. C'est les 3 notions principales que j'ai envie de développer quand je parle de ce film-là. Différent, pour plein de raisons. Déjà, il se passe dans un univers qui n'est pas le nôtre, sur la Terre 828. 828 qui est un easter egg, une référence à Jack Kirby. Jack Kirby, c'est le créateur, le co-créateur de Marvel Comics avec Stan Lee, qui s'est occupé de l'invention et des premiers dessins des 4 Fantastiques. Différent parce qu'il ne se rattache pas forcément à ce qu'on a déjà pu voir du côté des 4 Fantastiques, puisqu'évidemment, on a eu 3 films jusqu'ici. Les 2 premiers en 2005 et 2007, et le fameux reboot dont personne ne veut parler en 2015. Et là, on a une approche différente, puisqu'on a une équipe qui est déjà installée depuis 4 ans, qui a déjà son Baxter Building, sa Fantastic Car, qui a déjà vaincu pas mal d'ennemis. Sont mentionnés notamment Giganto, Red Ghost, Moleman, qu'on va notamment revoir un peu plus dans le film d'ailleurs. Donc en fait, on va éclipser un petit peu, même si on va nous le rappeler, les origines des pouvoirs des 4 Fantastiques. Comment ils sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui, comment la Torche Humaine a eu ses pouvoirs, comment Sue Storm a pu être la femme invisible, etc. Alors pour certaines personnes, c'est peut-être un manque par rapport au grand public notamment, qui a besoin de découvrir comment comment sont nés ces différents super-héros. Mais pour des fans comme nous, on n'a peut-être pas forcément besoin tout le temps de rappeler comment Spider-Man est devenu Spider-Man, comment Iron Man est devenu Iron Man, etc. Et je dois avouer que du coup, ça permet de se lancer dans un récit un peu plus concret, sans devoir passer par toutes les étapes de création de l'univers et de l'équipe qui est constituée ou de l'équipe qui est actuellement traitée. Donc personnellement, ça m'a pas dérangé. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué de s'attacher aux différents personnages quand on n'a pas le background de comment ils sont devenus ces super-héros, mais c'est un point qui peut-être est rattrapé par l'unification et la famille, qui est un point très important évidemment dans cette équipe-là, qui pour le coup elle est totalement maîtrisée et donne envie aux spectateurs de s'intéresser vraiment à chaque individualité qui compose cette équipe et à la famille en tant que telle. Et je vois déjà venir les gens en disant que ce film est possiblement l'un des meilleurs du MCU. Eh bien oui, les gens n'auraient pas honte de dire que ce film-là est possiblement l'un des meilleurs films de Marvel Studios, tout confondu. Parce qu'il est différent comme je l'ai dit, mais également audacieux dans sa proposition vis-à-vis de ce que je viens de dire avec l'équipe qui est déjà constituée et notamment de l'enjeu principal qui va se tourner autour de Franklin, le fils de Sue Storm et Reed Richards. Et c'est un film intelligent parce qu'il se veut rétro. On est dans les années 60, mais avec des technologies et des manières de faire qui sont carrément futuristes, qui sont même pas actuelles. Et surtout, on va évidemment traiter de la thématique de l'espace, de l'acceptation de soi, de l'image qu'on va pouvoir propulser aux spectateurs. Donc ouais, officiellement, je peux dire que c'est probablement l'un de mes films MCU préféré. Ça m'a fait énormément de bien de découvrir ce film-là au cinéma. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir sur un film avec autant d'attentes. Parce qu'autant le film Thunderbolt, il était très bien, mais il était pas très attendu. Là, on était vraiment sur un film qui faisait l'unanimité au niveau de l'attente. C'était vraiment quelque chose, un événement que tout le monde attendait. Et force est de constater, et je dois l'affirmer, que c'est un film réussi malgré la hype et l'attente qu'il y avait autour de celui-ci. Quelques petits mots avant de parler de chaque individualité. Parlons de la famille des 4 Fantastiques en tant que telle. Donc les 4 membres qui la composent. Le couple Richards-Storm, le frère de Sue, Johnny, et le meilleur ami de Reed Richards, Ben Grimm. Et bien les 4 ensemble, ça fonctionne. Il y a une symbiose qui est remarquable entre eux. On ne sent absolument pas que les acteurs ne sont pas concernés par leurs personnages et par la famille qu'ils sont censés représenter. En fait, il y a une vraie implication de chaque acteur et actrice pour essayer de faire en sorte qu'on ressente vraiment que c'est une vraie famille qu'on est en train de découvrir ou redécouvrir au cinéma. Et ça a été notamment montré à travers des interviews qui disaient que les acteurs ont fait des sortes de réunions, des sortes de répétitions de leurs scènes ensemble pour apprendre à se connaître, eux, leurs personnages et leur famille. Du coup, c'est réussi. La famille fonctionne parfaitement. Chacun a sa place dans l'équipe. Chacun arrive à surprendre le spectateur
vis-à-vis de ce qu'il apporte à la famille. Faut dire que les 4 Fantastiques, c'est un cas un peu particulier, c'est la première vraie famille des comics et surtout l'une des seules qui est vraiment composée de 4 super-héros et qui doivent fonctionner ensemble à travers le temps. Parce que généralement, quand on a des équipes constituées de plusieurs personnages, ils sont pas forcément de la même famille. Ou en tout cas, il y en a certains peut-être, mais pas l'intégralité. Là, les 4 Fantastiques, c'est vraiment 4 personnages issus de la même famille. Et pourtant, on prend ça en compte. C'est-à-dire que Ben Grimm, officiellement, il fait pas partie de la famille de Reed Richards ou de Johnny Storm. C'est le meilleur ami de Reed Richards et il est considéré comme dans la famille parce qu'ils sont vraiment amis comme s'ils étaient vraiment frères dans la vraie vie. D'où l'importance du mot famille et d'où l'importance d'avoir un film qui traite bien ce côté-là. Pour le coup, si je dois bien détacher un truc de cette critique, c'est que d'un point de vue traitement scénaristique des personnages et des différents enjeux, je vais pas comparer avec les films qui sont déjà sortis auparavant. La seule comparaison que je fais aux films d'auparavant, c'est le fait d'avoir commencé le film sans devoir expliquer pourquoi ils sont devenus ceux qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est pas vraiment un détail scénaristique. C'est plus un détail qui va s'adresser aux spectateurs et au grand public, qui va pas falloir forcément redécouvrir les origines des différents personnages. Ce qui nous permet de parler maintenant de chaque individualité, à commencer par mon coup de cœur. Et je commence par elle, pour la bonne raison que c'est pour moi le meilleur personnage de ce film, Sue Storm, alias la femme invisible. Alors, c'est une grosse claque. Déjà parce qu'elle est le point central évidemment de ce film, enfin plutôt son fils en réalité, mais c'est elle qui le met au monde dans des circonstances, dans des circonstances très particulières à bord d'un vaisseau qui est en train de péter un câble et de fuir la Silver Surfer. Un personnage très touchant, presque même un peu politique dans sa manière d'aborder les menaces et la vision des 4 Fantastiques par rapport au monde entier. Elle va avoir une vraie implication pour essayer de rediriger un petit peu les nations entre elles, ce qui est assez étonnant. On le voit notamment avec la fin du film. Elle arrive à demander à tous les pays de se mettre d'accord pour éliminer une menace commune. C'est dire l'impact qu'elle a sur le monde entier. Et ça se dégage à travers son phrasé, sa manière de communiquer, sa vision de la famille et du monde entier. Un personnage vraiment très touchant, très bien écrit, très bien interprété. Évidemment, je suis ravi de voir que c'est Vanessa Kirby qui a eu ce rôle-là parce qu'elle interprète à merveille. C'est elle que j'attendais le plus, bon, avec Galactus évidemment, mais dans l'équipe en tant que telle, c'est vraiment ce personnage-là que j'attendais tout particulièrement et il a été réussi de A à Z, à tel point que le personnage s'est sacrifié pour son enfant, même si elle en est morte, même si officiellement elle est revenue grâce à son fils, elle est officiellement morte pour protéger son fils des mains, des griffes de Galactus. Un personnage vraiment parfait, j'ai rien à dire de négatif sur le personnage de Sue Storm. Elle est tout simplement parfaite. C'est la seule où je n'aurai absolument aucun détail négatif à retirer. Reed Richards, son mari, Mister Fantastique. Ben vous savez quoi? C'est peut-être le personnage qui fait le moins Fantastic Four des 4. Dans ce film-là en particulier, c'est vraiment le scientifique par excellence. En même temps, évidemment, Reed Richards est possiblement l'un des personnages les plus intelligents de toute l'écurie Marvel, que ce soit comics, films, séries, tout confondu. On est quand même sur quelque chose de très intelligent, qui est notamment la descendance directe de Kang, c'est dire à quel point il est intelligent. Et dans ce film-là, il a une place un petit peu particulière. Il a la place d'un personnage qui va prendre les pires décisions, les décisions les plus compliquées, mais les plus rationnelles et logiques par rapport à l'histoire. C'est ce personnage-là qui va devoir, dans sa tête, imaginer les pires scénarios, et notamment le fait d'abandonner l'enfant à Galactus. Une décision tragique, alors que c'est son propre enfant qu'il vient d'avoir avec sa femme. Pedro Pascal le joue à merveille, mais Pedro Pascal le joue d'une manière différente de ce que je pense la plupart des gens attendaient de lui. Et c'est là sa force pour moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un monsieur fantastique hyper explosif, hyper épique, hyper développé, hyper important dans l'histoire. Non, on va être sur un personnage beaucoup plus torturé, beaucoup plus compliqué à cerner, dans le sens où c'est un scientifique qui ne cherche que à s'améliorer, que à protéger les gens qui sont autour de lui. Il n'est pas tellement dans l'action, mais plutôt dans la réflexion, dans l'analyse de la situation. Et ça, j'ai apprécié, parce que du coup, on se détache vachement de cette image qu'on se fait d'un leader d'une équipe, puisqu'il est quand même le leader au final de cette famille-là. Il a un rôle vraiment très différent et peut-être même le rôle le plus compliqué à porter, celui qui va décider de tout ce qui va se passer
et même quand c'est les pires décisions à prendre. Je comprendrais que les gens ne l'aient pas forcément complètement apprécié par rapport à ce que je viens de dire. Et pourtant, c'est une prise de risque que moi j'ai, pour le coup, globalement appréciée. On a parlé du couple, parlons des deux personnages qui restent. Johnny Storm, la torche humaine. Alors, je dois avouer que c'est peut-être le personnage que j'ai le moins apprécié d'un point de vue traitement en tant que personnage, en tant que Johnny Storm. Du côté de la torche humaine, ah c'est parfait. Les scènes de vol, de voltige, les scènes de feu, tout est parfait. Son traitement et sa relation qu'il va avoir avec Shalabal, je la trouve peut-être un peu trop niais. Peut-être que le contexte années 60 peut expliquer cet aspect-là. Mais ce qui m'a un petit peu dérangé avec lui, c'est ce qu'il est en tant que Johnny Storm dans la vraie vie. En fait, quand on parle de la torche humaine, ma vision de ce que j'ai de lui, quand on le voit dans les comics, c'est ce personnage hyper libre et qui a envie de faire en sorte que l'équipe s'accepte en tant qu'elle-même. Et en fait, comme on pose le contexte dès le début de te dire on n'a pas besoin de passer par cette étape-là pour les différents personnages, on a un personnage de Johnny qui est peut-être un peu moins important parce qu'il ne peut pas apporter ce côté liberté, puisqu'ils le sont déjà tous, ils ont accepté déjà ce qu'ils étaient et ça ne leur pose plus aucun problème. Donc en fait, j'ai hyper apprécié la torche humaine quand il est en mode torche. C'est vraiment un traitement quasi parfait et j'ai adoré la manière dont il veut protéger à tout prix l'enfant au point de lui aussi se sacrifier pour éviter que Galactus dévore la planète. Et en même temps, de l'autre côté, en tant que Johnny, bah, je l'ai pas trouvé hyper impactant, j'ai pas trouvé qu'il avait des interactions hyper intéressantes et poussées avec les autres personnages, hormis avec la chose dont on va parler juste après, parce qu'il y a une complicité qui se crée entre eux, qui est déjà présente dans les comics, qui est plutôt réussi. C'est un peu chercher la petite bête et s'apprécier en même temps. C'est plutôt maîtrisé la plupart du temps. Donc ouais, je suis un peu le cul entre deux choses parce que c'est le personnage que j'attendais le moins pour ces raisons-là et il faut admettre que c'est peut-être celui qui m'a le moins touché. Ma plus grosse déception, ça reste quand même sur la chose parce que vous savez, quand j'avais regardé les deux premiers films, c'est un point que j'avais énormément apprécié. C'est le personnage en positif que j'avais le plus retenu. Parce qu'il avait cette relation compliquée avec Debbie, parce qu'elle ne l'acceptait pas en tant que chose. Ça a créé des traumatismes en lui et une sorte de non-acceptation qui était assez compliquée. Et en fait, comme pour la torche humaine, on a zappé cette étape-là d'acceptation de soi, de la différence qu'il a vis-à-vis des autres. Ça m'a un peu attristé parce que c'est quelque chose que j'attends tout particulièrement dans ce genre de film-là. Alors comme je l'ai dit, la prise de risque, pour moi c'est réussi, c'est maîtrisé, mais ça m'a manqué. Moi je suis partisan du fait que revoir l'araignée qui pique Spider-Man ou revoir les conséquences et l'accident de l'éclipse solaire sur les 4 Fantastiques, ça me dérange pas. C'est quelque chose qui me permet d'apprécier énormément chaque personnage qui compose l'équipe ou le personnage s'il est tout seul. Donc ça m'a manqué sur la chose, parce que je l'ai trouvé un peu moins humain, ce qui est vachement dommage quand on sait à quel point c'est un point très important dans sa carrière, autant dans les comics que dans les films. Et du coup, comme j'ai pas eu ce truc-là, j'ai eu un petit peu de mal à m'attacher au personnage, et ce qui me désole, puisque je l'apprécie de base énormément. Dans le Quatuor, c'est probablement le deuxième personnage que j'apprécie le plus la plupart du temps. Dans l'autre, ça ferait la femme invisible, la chose, Monsieur Fantastique et la torche humaine. Et là, bon, bah, sa relation, sa pseudo-relation avec la maîtresse d'école, c'est une bonne idée, mais c'est pas assez poussé. Je pense qu'il y a il y a des scènes qui ont été supprimées avec Natasha Lyonne et je trouve ça un petit peu dommage et étrange. Mais par contre, à côté de ça, il est très complice avec les autres personnages de l'équipe et ça marche plutôt bien. Mais je dois avouer que lui, en tant qu'individualité, vis-à-vis de son histoire personnelle et de sa femme dans le passé, ça m'a manqué et ça m'a un petit peu dérangé. Maintenant, parlons de Shalabal, la Silver Surfer choisie pour ce film-là. Elle a exactement la même histoire que Norinrad, tout simplement parce qu'en réalité, Norinrad et Shalabal dans les comics originels sont mari et femme. Donc en fait, quand on prend une version pour en faire le Silver Surfer, on peut tout à fait faire la même chose pour l'autre. C'est ce qui a été choisi pour ce film-là. Je suis ravi que ça soit le cas. J'emmerde les gens qui ont craché sur son design et sur le fait que ce soit une femme qui interprète la Silver Surfer. Son traitement est parfait. Il n'est pas novateur, il n'ajoute rien de nouveau par rapport à Norinrad. On est vraiment sur la même chose, mais là c'est juste elle qui a pris sa place. Galactus a menacé sa planète d'être dévorée. Elle s'est offerte en tant que messagère pour protéger sa fille et sa planète en offrant des planètes, en offrant de l'énergie
à Galactus en retour. Il lui donne donc ses pouvoirs, ce fameux surf, qui lui permet de traverser l'espace à la vitesse de la lumière, sans mourir, sans être asphyxié. Elle choisit des planètes qui correspondraient à Galactus, tout ça juste pour protéger sa fille. Et en fait, on s'attendait pas à beaucoup plus du personnage. On a un traitement équivalent à celui des films, à celui des comics. Elle se sacrifie évidemment au dernier moment, comme dans les comics et comme dans les films, en se débarrassant de Galactus pour sauver les 4 fantastiques, et là en l'occurrence surtout pour sauver Franklin. Elle est parfaite dans son traitement, dans son interprétation. J'ai bien aimé sa relation avec Johnny parce que c'est lui qui va élucider le mystère de ce qu'elle est réellement, de d'où elle vient, de sa planète natale, de comment elle est arrivée à être la Silver Surfer, et surtout d'arriver à la faire changer d'avis au dernier moment en se rebellant contre son propre maître, alias Galactus. J'avais envie de faire une catégorie enjeu, mais en fait je me suis rappelé que l'enjeu principal c'est quand même le méchant principal, parce que c'est lui qui va être à l'origine de tout. Parlons évidemment enfin de Galactus. Après 20 ans d'attente, on a enfin eu un vrai Galactus au cinéma. Parce que ce nuage de mort dans le film de 2007 me traumatise encore aujourd'hui. Enfin, on a un visuel exceptionnel, taille nature, taille normale avec un vaisseau incroyable. Galactus fait un massacre dans ce film-là en termes d'apparition et d'épique. Pour être honnête, quand je l'ai vu apparaître la première fois, genre quand ils avancent dans le vaisseau et qu'il y a ses yeux qui s'illuminent dans le ciel, ah j'ai eu les frissons. Ah je me suis un peu chié dessus. Je pense que si j'étais à leur place, oh, j'aurais pas fait long feu, pour être très honnête. Quelle prestation, déjà au niveau de la voix, Ralph Hinson qui l'interprète, une voix mais qui te traumatise, je pense. Quel travail au niveau de l'incrustation de Galactus, enfin une menace imposante, menaçante, vraiment très présente. Il est magnifique. Ah, visuellement, c'est une réussite en tout point. Il est parfait de A à Z. Il n'y a pas un défaut dans le visuel de ce personnage de Galactus. Alors un ending un petit peu en foutoir, évidemment. Il s'en débarrasse un petit peu. Enfin, pas facilement, mais d'une manière un peu inattendue. Je pense que j'aurais aimé voir Galactus gagner. Pour être très honnête, je pense que la Terre aurait dû s'effondrer sous les menaces et la force de Galactus pour peut-être essayer d'amener l'équipe des 4 Fantastiques dans leur dernier retranchement pour aller chercher de l'aide dans la Terre 616. C'est un petit peu ce que moi j'attendais au final quand on voit une menace aussi imposante que Galactus. Bon, ils ont choisi de le vaincre d'une manière pas forcément très épique, mais avec un personnage qui s'impose, qui est vraiment hyper présent quand il marche dans les villes de New York, c'est New York en tout cas, quand il apparaît pour la première fois, quand il parle, quand il prend des décisions. La moindre action que Galactus fait dans ce film-là, elle est épique et très menaçante. Et c'est pour ça que j'ai d'autant plus apprécié le personnage de la femme invisible, parce que la menace veut attraper le fils de la femme invisible, parce qu'il a des pouvoirs infinis et des pouvoirs cosmiques, des pouvoirs qui permettent de ressusciter des gens, puisqu'il a ressuscité sa mère en tant que bébé, ce qui est quand même assez dingue. Galactus dans ce film, il se retrouve pas face aux 4 fantastiques, en réalité il se retrouve face à la femme invisible. C'est elle qui a le dernier mot, et c'est elle qui s'impose de la plus forte des manières, celle qui met le paquet pour se débarrasser de Galactus, pendant que les autres essaient de combiner ensemble pour récupérer le fils. Galactus, c'est un gros point fort, le plus gros point fort pour moi de ce film-là. C'était ma plus grosse attente, parce que c'est un méchant que j'attendais tout particulièrement dans l'univers Marvel. J'avais été déçu de son nuage, même si je trouvais que c'était audacieux à l'époque du film de 2007. Là, on a un physique, un personnage qui est physiquement présent avec des bras, des jambes, une tête. Le Galactus qu'on connaît finalement dans les comics. Et ce mec-là, finalement, avec ce visage humanoïde, Galactus, c'est une réussite sans nom. Galactus, pour moi, c'est un 20 sur 20. Ce qui pose évidemment une question très importante. Où sont passés Galactus et la Silver Surfer? Alors ils ont été projetés, téléportés dans l'espace, à probablement des milliards de kilomètres de la Terre, évidemment pour retarder la prochaine attaque de Galactus, puisqu'il est maintenant débarrassé de son vaisseau, donc c'est un peu compliqué de se déplacer. En fait, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on va avoir un futur pour ces deux personnages-là? Ça serait dommage de s'en débarrasser, surtout concernant Galactus, puisque c'est quand même l'un des plus grands méchants de l'univers Marvel,
Donc autant dire que si tu le réutilises pas, c'est quand même un petit peu dommage. Donc je suis curieux de savoir un petit peu ce qu'ils vont en faire, un petit peu inquiet de savoir s'ils vont surtout ne pas les réutiliser dans le futur, puisque là on n'a pas vraiment de scène qui nous montre qui vont possiblement revenir sous telle ou telle forme ou dans tel ou tel programme. C'est peut-être un petit peu ce que je vais reprocher au film, pas au film en tant que tel, mais à ce qu'il va amener pour la suite, c'est-à-dire qu'évidemment on va se concentrer sur le fameux personnage qui arrive en scène post-générique, ce qui fait que du coup Galactus passe un petit peu à la trappe parce qu'on va être amené à plutôt se concentrer sur des films comme Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, ce que je trouve un petit peu dommage. Mais j'ai envie de dire que c'est le seul point un petit peu, pas forcément négatif, mais un peu inquiétant sur le traitement de l'univers qui me fait poser beaucoup de questions. Quelques points en vrac avant de passer, je crois, à la note. Je sais plus comment j'ai construit ces vidéos, mais à la note et aux scènes post-génériques. La musique, c'est Michael Giacchino qui a composé la musique, la bande originale de ce film-là. Un thème peut-être pas très présent, mais très réussi. Le thème des 4 Fantastiques, moi je l'écoute naturellement sur Spotify quand je vais au taf, je sais pas, dans la vie de façon générale. C'est un thème que j'écoute énormément parce que j'attendais énormément ce film. Et pour le coup, il est réussi, il est présent, des fois avec quelques petites notes de piano sans forcément beaucoup d'instruments derrière, et à d'autres moments quand il y a des combats et quand il y a le reveal du titre, bah, avec full intensité. Et c'est un thème qui, selon moi, marque énormément, représente parfaitement le film et l'équipe des 4 Fantastiques. C'est pas un thème majeur, mais c'est un thème qui accompagne très bien le spectateur et les différents personnages qu'on découvre à l'écran. Donc il prend pas trop de place et en même temps il en prend suffisamment. Donc c'est plutôt maîtrisé dans l'ensemble. Les effets spéciaux, bah c'est parfait. Il n'y a aucun problème d'effets spéciaux, que ce soit sur les pouvoirs de Reed Richards, de la femme invisible, de Johnny. Alors Johnny c'est vraiment parfait. L'utilisation de la torche humaine. La chose est très bien incrustée. C'est pas une incrustation dégradante vis-à-vis de l'image. Il est vraiment bien incorporé dans l'intégralité de ces scènes. Galactus, j'en ai déjà parlé, pardon, mais il est parfait. Vraiment, il n'y a rien à redire. Non, au niveau des effets spéciaux, ça fait un bon paquet de films Marvel d'affilée que j'avais pas dit ça. Là, on est vraiment sur des effets spéciaux qui sont maîtrisés à la perfection. Il n'y a aucun point négatif au niveau des effets spéciaux et ça fait énormément plaisir quand on voit les effets spéciaux de Ant-Man, de The Marvels. Putain, bah ça fait du bien. Mais la scène qui va nous intéresser par rapport à la suite du MCU et qui annonce évidemment à quel point Avengers Doomsday va être une claque immense, la première scène post-générique avec, et ça me fait du bien de le dire après tout ce temps d'attente, l'arrivée de Doctor Doom dans le MCU. Et alors c'était attendu, mais même quand c'est attendu ce genre de choses, je vous jure que dans la salle, j'ai serré le poing comme rarement j'ai serré le poing sur une scène post-générique. Alors évidemment, on n'a pas vu son visage, on n'a pas vu Robert Downey Jr. qui interprète ce nouveau Doctor Doom, mais on l'a vu à genoux devant le fils du couple Richards, avec son masque à la main. Doctor Doom arrive officiellement dans l'MCU. Vous savez pas, le sourire aux lèvres que ça me fait de dire cette phrase et de l'enfin avoir vu pour la première fois. Putain, et celui-ci, le loupez pas. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous l'avez loupé 2 fois au cinéma auparavant. Et là, c'est Robert Downey Jr. Il y a un film qui porte son nom, Avengers Doomsday. Alors, par pitié, ne loupez pas Doctor Doom. Mais putain, quel plaisir d'enfin l'avoir vu. Bon alors évidemment c'est logique, vous l'avez compris, ça tease Avengers Doomsday. Mais par contre, une question qui reste en suspens, c'est celle de la scène post-générique de Thunderbolt. Puisque dans cette scène-là, on voit le vaisseau des Gardiens de la Galaxie entrer dans la dimension, dans la Terre 616, enfin dans l'univers 616 plutôt. On n'a pas d'explication concernant cette arrivée-là. Puisque dans cette scène post-générique des 4 Fantastiques, on est toujours sur la Terre 828, on a juste la première apparition de Doctor Doom. Ça n'explique pas pourquoi ils vont quitter la Terre, pourquoi ils vont quitter cette dimension, pourquoi ils vont arriver sur l'univers 616. Tout ça, pour l'instant, reste en suspens. Et pourtant, cette scène a été réalisée par les frères Russo. Donc c'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et pour autant, on n'a aucun indice. Donc ils gardent ça en réserve. On n'a pas d'explication et aucun rapprochement avec cette scène post-générique de Thunderbolt. Et autant dire que là, on peut théoriser autant qu'on veut. On peut y aller. On n'aura évidemment pas la réponse avant la, je pense, bande-annonce ou avant même le film en tant que tel, qui sortira donc en fin d'année 2026.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette critique sur le film Les 4 Fantastiques. Premier pas, j'en ai pensé que du bien. C'est l'un des meilleurs films du MCU pour moi. Comme je l'ai dit, un film différent, audacieux, très intelligent, une femme invisible parfaite. J'en ai des étoiles dans les yeux et un plaisir immense de voir enfin Galactus inséré d'une bonne manière dans un film 4 Fantastiques. C'est les deux personnages que je retiens le plus, la femme invisible et Galactus. Ça tombe bien, le combat final c'est surtout entre ces deux-là que ça se joue, puisque l'enjeu principal se trouve être le fils de cette femme invisible. Maintenant, je dois donc lui attribuer une note. C'est difficile d'attribuer une note à ce film, puisque je le trouve vraiment quasiment parfait. J'ai envie de lui donner 20 sur 20 pour plein de raisons, mais peut-être qu'il manque des détails, notamment sur la chose, sur la torche humaine, qui font que j'ai peut-être pas envie de lui donner cette note-là. Mais il n'empêche qu'on commence du coup la phase 6 officiellement, c'est vrai qu'on l'a même pas précisé, mais de la meilleure des manières du coup. C'est un très très bon début de phase, la dernière de cette saga du multivers. Bon, mais vous savez quoi, je peux pas être malhonnête envers moi-même. Je ne peux pas lui donner 20 sur 20 pour ces quelques petits détails négatifs que j'ai revus. Mais on va partir sur la note qui est juste en dessous. Je vais lui attribuer un gigantesque, un fantastique finalement, 19 sur 20. Mérité pour moi, parce que ce film-là m'a fait ressentir tout ce que j'attends d'un film Marvel et tout ce que j'attends d'un film de façon générale quand je vais au cinéma. Voilà donc mon avis, ma note, ma critique sur ce film 4 Fantastiques. Premier pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de voir le film, même si du coup je vous ai complètement spoil. Mais évidemment, ça fait partie du principe de ces vidéos critiques là. Mais peut-être que même en vous spoilant, ça vous donne envie de découvrir le film et pourquoi pas même l'univers de Marvel Studios en tant que tel. En tout cas, si c'est le cas, c'est mission accomplie pour moi et je suis très content. J'espère que donc cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais sur ce, moi évidemment, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.